D'accord, Valérie Expert. Bonjour à toutes et à tous. Vendredi 12 décembre, nous allons commenter l'actualité, évidemment reparler de ces abattages de troupeaux, la colère des agriculteurs qui est en train de s'étendre. L'arrivée des forces de l'ordre vous semble-t-elle justifiée? Vous avez été très nombreux à appeler depuis ce matin au standard de Sud Radio et on va continuer de vous entendre au 0826 300 300 pour commenter cette actualité. Romain Marcilly, bonjour, directeur général de Nouvelle Énergie. Bonjour. Bonjour Valérie. Arnaud Stéphane, fondateur de l'agence La Note de Com. Bonjour. Bonjour. Lucas Jakubowicz, vous êtes journaliste politique, rédacteur en chef de Décideur Magazine. Et Christine Bouillot, journaliste à Sud Radio, correspondante à Toulouse. On va évidemment vous demander de nous raconter. Vous étiez, vous, dans l'Ariège hier, de nous raconter, de témoigner de ce que vous avez vu. Je voulais commencer peut-être par un étonnement qui est, je le disais juste avant de commencer l'antenne, chaque année la revue Prescrire, qui est une revue médicale, donne la liste des médicaments qui sont plus dangereux qu'utiles. Dans cette liste qui est parue hier, on apprend que le Smecta, contre les diarrhées, et le Maxilaz, qui est un médicament qui est donné pratiquement, pas à chaque fois, mais énormément par les médecins, sont des médicaments à écarter pour mieux se soigner. La question que je me pose, c'est pourquoi est-ce qu'on les met en vente, puisque il semblerait qu'il y ait plus de risques à les prendre qu'à ne pas les prendre. Vous me posiez la question, Arnaud. Pour le Maxilaz, il y aurait des troubles cutanés et allergiques. Pour le Smecta, du plomb, des effets toxiques, neurologiques, hématologiques, rénaux et cardiovasculaires. C'est quand même assez étonnant. Pourquoi on les met sur le marché dans ce cas-là, ces médicaments? Donc la recommandation est de ne plus les consommer alors que les médecins les prescrivent. Peut-être Arnaud. Il y a un paquet quand même de médicaments quand on regarde le mode d'emploi, les contre-indications sont quand même assez effrayantes. Des œdèmes, oui, des risques de ci, de ça. Oui. Alors on reparlera du principe de précaution. Souvenez-vous, il y a quelques années, c'est le professeur Debré. Le professeur Debré et un autre professeur de médecine avait sorti un dictionnaire des médicaments qui n'étaient pas utiles et qu'on continuait à prescrire. Et ils avaient eu d'ailleurs de très gros problèmes avec l'ordre des médecins. Mais il se trouve que oui, il y a peut-être une revue d'effectifs à faire sur un certain nombre de médicaments qui sont prescrits. Après, on en discutait en off. Je pense que le Smecta, on n'en prend pas non plus tous les jours en dose extrêmement importante, mais c'est seulement malheureusement quand il arrive des cas très précis. Et c'est sûr que c'est vraiment sur quelques jours. Ça. Et la question, c'est alors est-ce qu'on pousse, et on pourra en parler avec les agriculteurs, est-ce qu'on pousse le principe de précaution trop loin? Il y a des médicaments qui étaient assez utiles, en particulier, je pense en rhumatologie, qui ont été interdits parce qu'il y a eu quelques cas de dépression. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les notices des médicaments font peur, quoi. Oui. Faisons confiance à la science. Oui, mais Prescrire, c'est une revue sérieuse. Bien sûr, mais justement, faisons confiance à la science. Et puis, si on veut être optimiste, on peut se dire qu'avec les progrès extraordinaires de l'intelligence artificielle, on va avoir des remontées de données en temps réel exceptionnelles qui vont permettre d'avoir des informations encore plus précises sur tous les effets secondaires, au-delà des sentiments de panique liés au principe de précaution. Donc je pense qu'on peut être très optimiste de ce point de vue-là. Attention à l'intelligence artificielle. Hier, Najwa El Haïté nous racontait qu'elle avait des clients qui arrivaient avec toutes les jurisprudences en disant voilà, maître, qu'elle avait vérifié les jurisprudences et que tout était faux. Là, c'est l'usage de personnes individuelles. L'intelligence artificielle, c'est comme l'électricité. Quand l'électricité est inventée, ça sert à allumer et éteindre une lampe. Sauf que les conséquences, c'est la télévision, le congélateur. Donc, à partir d'une rupture, qui est l'intelligence artificielle, vont apparaître toute une série d'inventions et de nouvelles pratiques absolument révolutionnaires. Donc, je pense que la médecine va être peut-être le champ qui va en bénéficier le plus. Donc, de ce point de vue-là, on peut être très enthousiaste. Oui, Lucas ? Alors moi, réponse très très simple et très très courte. Pour tout ce qui est de la santé, je fais confiance aux médecins. Je suis journaliste politique, j'ai aucun mot à dire là-dessus. Non, mais en tant que c'est vrai que le médiator, on a eu raison de faire confiance aux médecins. En tant que malade, moi ça m'interroge. Vous avez une revue médicale qui vous dit c'est dangereux, faut pas en prendre, et vous avez des médecins qui en prescrivent. Donc c'était mon interrogation de ce matin. Je crois que c'est non, c'est en vente libre. Quand vous allez chez le médecin, que vous avez une gastro, on vous met sur l'ordonnance en général.
général du SMECTA. Oui. Christine, vous avez entendu mon interrogation. Oui, c'est toujours la question de la relation, et on va y revenir avec cette histoire de dermatose. C'est la relation entre le médecin, ce qui circule sur Internet, ce que les gens interprètent, et puis derrière l'automédication. Mais moi, j'ai pas de compétences particulières. Je suis comme Lucas, je fais confiance à la science. Oui, mais vous avez deux sciences qui vous disent deux choses différentes. Il y a deux sciences qui nous disent deux choses différenciées, mais ce genre d'information ne fait que accroître le fossé entre les informations qui sont données justement par les autorités sur ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, et ce que les gens décident d'interpréter derrière. Donc tout circule ensuite, et les médecins se retrouvent sans doute bien embêtés devant des patients qui fouillent sur Internet pour avoir on va dire la vérité, ou en tous les cas ce qu'ils pensent être le meilleur pour eux-mêmes. Voilà. Alors, on va parler de ce qui se passe pour nos agriculteurs, la dermatose qui est en train de contaminer nos troupeaux. Alors là aussi, on se disait avec Juliette Ruffel qui prépare l'émission, on a eu les vaccinés, on a eu les spécialistes en vaccins, on a les spécialistes de foot. Maintenant, on va tous devenir vétérinaires. Tout le monde a un avis sur la dermatose. Je vous propose d'écouter Jeanne Brugère-Picou, qui elle est vétérinaire. Elle était hier dans la matinale de Sud Radio. Et elle est vétérinaire à Maisons-Alfort. On l'a beaucoup entendue au moment de la vache folle. C'est une femme qui a de très grandes compétences. Et ce qu'elle disait sur cet abattage et la nécessité d'abattre tout le troupeau. Il faut abattre malheureusement tout le troupeau parce que ce n'est pas contagieux entre les animaux, c'est contagieux parce que vous avez des seringues volantes que sont les mouches d'étable, les stomox et les tans qui vont se nourrir du sang d'un animal contaminé et l'inoculer à un autre. Et c'est comme ça que ça s'étend dans tout le troupeau. C'est insidieux. Alors, les éleveurs sont un peu étonnés parce qu'ils ne voient que quelques cas. Donc, ils demandent un abattage partiel, mais ils ne voient pas tous les animaux qui sont en incubation et qui vont être malades. Oui. Alors, Christine, vous étiez, sur le terrain hier, vous êtes allée à la rencontre des agriculteurs. On en a de très nombreux qui nous appellent sur Sud Radio et on vous attend, 0826 300 300 pour vos témoignages. J'ai entendu ce matin une femme qui racontait qu'on était venu abattre un veau qui avait 3 jours chez elle. Donc, on a envie de vous entendre, que vous nous racontiez un petit peu comment ça se passe pour vous. Christine, hier, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez pu voir et entendre dans l'Ariège? Alors, ce qui s'est passé hier en Ariège, en termes, il y a deux choses. Il y a le cas particulier de cet éleveur, donc qui effectivement a été touché par la DNC, et donc qui prend la décision parce qu'au final il est contraint pour pouvoir être indemnisé d'accepter l'abattage de son troupeau. Il y a eu aussi une discussion entre les syndicats agricoles, et je précise tous les syndicats agricoles, avec le ministère pour essayer de trouver une autre méthodologie afin de sortir de ce systématique abattage et qui crée des traumatismes, et on en reparlera. Et puis enfin, il y a eu l'intervention de la force publique. Et moi, ce que j'ai vu hier soir, puisque je suis restée jusque très tard avec mes confrères, c'est en termes d'image et de communication politique, Arnaud est là et va pouvoir décrypter aussi, c'est que c'est désastreux. Parce que hier, on a eu les uns en face des autres des agriculteurs avec leurs fourches, avec leurs tracteurs, leurs ballots de paille, et plusieurs unités de force mobile, des chars de la gendarmerie qui sont venus prendre d'assaut, parce que cette ferme est en hauteur, était vraiment isolée en haut d'une colline, enfin d'une montagne, prendre d'assaut cette ferme pour pouvoir laisser rentrer ce matin les services vétérinaires et permettre l'abattage. Et un déferlement comme ça la disproportion en termes c'est donner ça, la disproportion en termes des moyens de gendarmerie, de la force publique pour pouvoir atteindre cette ferme va laisser des traces particulièrement profondes, parce que les agriculteurs se sont sentis attaqués tout simplement par l'État. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a eu un face-à-face extrêmement tendu pendant plusieurs heures. Ça a duré 5 heures avec d'un côté des ballots de paille, des jets de cailloux évidemment, et puis des gaz lacrymogènes. Visiblement, il y a eu quelques bombes de désencerclement qui ont été lancées, et l'avancée comme ça, comme si c'était un champ de bataille de ces blindés de la gendarmerie qui essayent d'approcher de cette ferme qui était défendue par des agriculteurs qui avaient barré toutes les routes,
avec les moyens qui étaient les leurs. Et il y a eu un basculement pour moi hier soir, très concrètement, parce que des manifs agricoles, on en a fait. Moi, c'est pas la première. Il y a toujours un face-à-face à un moment donné. Les agriculteurs, c'est un peu du spectacle. Voilà, ils déversent du fumier, ils renversent des ballots de paille, etc. Mais là, très sincèrement, ils se sont sentis, vraiment attaqués par l'État. Vous avez eu le sentiment que c'était disproportionné par rapport à ce qui se passait ? Vu l'endroit où c'était, en plus, on voit ces forces mobiles qui montent, qui vont assiéger. C'est-à-dire que dans les images, on voit ces gendarmes mobiles qui montent, qui grimpent, qui vont prendre une forteresse assiégée. Donc ça donne vraiment l'impression d'une guerre qui s'est produite hier dans ce petit coin d'Ariège. Et donc du coup, et puis on voyait aussi ces gendarmes, les premiers gendarmes qui étaient là, c'est des jeunes gendarmes qui sont certainement des cousins éloignés de certains agriculteurs. Donc il y a une disproportion. Et le témoignage qu'on a eu tout à l'heure dans l'émission où une dame racontait qu'elle avait un de ses enfants ou neveu, je ne sais plus, qui était gendarme et qui comprenait pas. Donc c'est disproportionné. Les agriculteurs disent on vous nourrit, on nourrit vos familles et vous nous attaquez. Donc c'est ça qui va rester. Et la ministre, en tous les cas, le gouvernement va devoir gérer cette image-là qui va aujourd'hui, et je vous l'annonce, déclencher des manifestations partout. Bien sûr, ça va l'appel à la mobilisation, ça va s'étendre, ça a déjà commencé. On parle de certains qui commencent à monter sur Paris. Tout ça, c'est au conditionnel. Et puis, fait nouveau, il y a les élèves des lycées agricoles qui se mobilisent. Et ça, pour les syndicats agricoles, c'est nouveau et c'est pas bon signe. Donc, en fait, dans cette crise, il y a le principe sanitaire et ce que disait Jeanne Brugière-Picou, c'est que pour l'instant, on n'a pas d'autre solution que d'abattre. Parce que si on vaccine, on ne peut pas exporter les bêtes qui vont être vaccinées. Donc ça, c'est un vrai sujet pour la filière bovine française dans son ensemble. Donc si on vaccine, on n'exporte pas. Donc pour pouvoir exporter, la seule solution pour éradiquer la maladie, c'est de abattre l'ensemble du troupeau. Sauf que on s'aperçoit que le virus se propage et très vite. À partir de lundi, l'ensemble des départements d'Occitanie vont être concernés par une campagne de vaccination. Ça va s'étendre également dans les Pyrénées-Atlantiques puisque les Landes sont concernées. Donc je vous annonce que ça va être un hiver très chaud. On va en reparler. On se retrouve dans un instant et avec vos témoignages 0826 300 300. Vous êtes agriculteur, vous êtes éleveur. Dites-nous comment vous avez compris cet assaut des forces de l'ordre. Quelle solution pour vous ? La colère donc agricole qui est en train de monter. 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Nous sommes de retour avec vous dans le studio de Sud Radio et nous consacrons une grande partie de cette émission à l'abattage des troupeaux. La colère des agriculteurs peut-elle s'étendre, comme nous le dit Christine Bouillot ? Comment avez-vous compris cet assaut, le déploiement des CRS ? On fait la guerre aux paysans et pas aux délinquants, c'est ce qu'on a pu entendre ici. On a avec nous en ligne au 0826 300 300 Julien qui nous appelle d'Oreg. Bonjour Julien, vous êtes agriculteur ? Oui, bonjour Sud Radio. Je suis agriculteur et éleveur. Ouais. Et vous avez un troupeau, vous, de bovins ? Oui, j'ai un petit troupeau de bovins et un troupeau d'ovins. J'ai participé à plusieurs actions avec la coordination rurale. Et c'est vrai que l'action d'hier en Ariège, ça nous écœure, ça nous dégoûte. On a beau aimer notre pays, notre profession, quand on voit les forces de l'ordre nous charger comme ça, ça nous révolte. C'est le début de la révolution maintenant. C'est un trop-plein qui déborde là, qui va déborder. Et, qu'est-ce que sur le fond, est-ce qu'il faut vacciner les bêtes ? Est-ce que vous ne comprenez pas qu'on demande l'abattage systématique du troupeau ? C'est incompréhensible qu'il y ait un vaccin qui est disponible, qu'on n'ait pas le droit de vacciner et que la viande de ces bovins ne soit pas consommée. Ouais. Ouais, c'est incompréhensible. C'est un génocide pur et dur. Et il m'a semblé entendre ce matin un agriculteur dire que son troupeau avait été vacciné, que malgré tout on avait abattu, on lui avait demandé d'abattre son troupeau parce qu'il y avait un cas. Oui, il y a des troupeaux qui ont été vaccinés et le gouvernement n'a même pas la décence de faire des tests pour savoir les résultats et d'attendre des résultats pour avancer dans ce dossier. Ouais. Vous pensez que la mobilisation
peut s'étendre et se durcir. Ah oui, exactement. Et d'ailleurs, j'en appelle à la population, à vous, les particuliers, de nous rejoindre et nous aussi c'est le début d'une révolution. D'une révolution, c'est ce que vous nous dites ce matin, Julien. Merci de nous avoir appelés au 0826 300 300 et on veut vous entendre nombreux témoigner, nous raconter ce que vous vivez, vous, agriculteurs, famille d'agriculteurs, aujourd'hui avec cette dermatose. Lucas Jakubowicz. Non, moi ce que je voulais dire, c'est que cette situation, elle concerne pas que les agriculteurs. En réalité, c'est ce que disait l'intervenant tout à l'heure, c'est peut-être le début d'une révolution. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Mais vous savez, chaque année, on a un salon de l'agriculture en France. Et chaque année, quelques jours avant le salon, il y a toujours des sondages qui sont publiés sur le rapport des Français à l'agriculture. Il s'avère que les agriculteurs sont parmi les professions les plus appréciées des Français. Et en plus de ça, quand on regarde les statistiques démographiques en France, on a à peu près 3/4 des Français à avoir de près ou de loin des ancêtres agriculteurs. Donc quand on voit des agriculteurs comme ça se faire charger par des blindés, par des policiers, par des CRS, par des gaz lacrymogènes, mais finalement, ça nous touche. Et ça nous touche, peu importe notre degré de politisation. Vous regardez d'ailleurs autour de la ferme, les syndicats qui font barrage. Vous avez à la fois des syndicats de gauche, donc Confédération paysanne, et Coordination rurale qui va être plus à droite. C'est comme s'il y a une union sacrée autour des agriculteurs. Et vous savez, la politique, c'est toujours des symboles. C'est des symboles. Et quand on voit aujourd'hui un gouvernement qui envoie la bureaucratie, les CRS, les blindés pour frapper des policiers, des agriculteurs, et qu'à côté, on voit aussi que dans certains quartiers, dans certains pans du territoire, il y a un sentiment d'impunité énorme. Ça, c'est des choses qui créent un gap. Et c'est d'ailleurs, on peut dire, c'est un danger politique pour le gouvernement, politicienne, etc. Mais moi, j'ai la conviction que c'est aussi un danger pour la démocratie. Qu'est-ce qui fait trembler une démocratie ? Ce qui fait trembler une démocratie, c'est quand les citoyens se disent, en fait, on n'est pas protégé et on est réprimé. Ceux qui doivent être punis ne le sont pas, ceux qui doivent être protégés ne le sont pas. Là, on est typiquement dans ce cas de configuration. Et effectivement, si la situation perdure, je pense que politiquement, c'est assez difficile pour le gouvernement en place, mais aussi pour tout notre système démocratique. Et juste petite incise, ce qui me surprend quand même dans l'histoire, c'est que la personne en charge de l'agriculture, Annie Genevard, est quand même une politicienne expérimentée, rouée, qui connaît le monde agricole. On a l'impression qu'elle a été dépassée peut-être par certains petits fonctionnaires de préfecture ou de forces de sécurité. Et je faisais moi le rapprochement en début de semaine avec la viande vendue, la viande de brousse vendue sur les trottoirs à Châteaurouge, à Paris et même dans certains quartiers de Marseille, où vous aviez le commissaire de l'arrondissement qui disait que oui, il y avait des arrestations, mais que ils peuvent rien faire. Donc on a des gens qui vendent de la viande de brousse à certains endroits et sur le trottoir ou des poissons à même le sol, et on a ça en face. Romain Marcilly. Il n'y a rien de pire pour la cohésion d'une nation que la perception d'un manque de justice, que la perception de la situation suivante, celle d'un État qui serait très fort envers les faibles et qui serait faible envers les forts. Donc cette double, lorsqu'on voit qu'il y a des policiers qui sont lynchés et ceux qui commettent ces méfaits sont relâchés tout de suite, on se dit mais quelle est la mesure de justice, quelle est la mesure de la justice dans ce pays ? Après, il y a quand même une question qui a très bien été décrite, et là, très conjoncturelle, qui s'inscrit dans une situation beaucoup plus structurelle sur l'agriculture. Si on prend la situation d'aujourd'hui, bien sûr, on peut constater, on a vu les images, on a écouté le témoignage, que ces abattages, aussi nécessaires qu'ils puissent être, sont d'une violence extrême pour les agriculteurs, et que l'accompagnement n'est ni à la hauteur, ni financièrement, ni humainement, en termes de santé mentale. On parle beaucoup de santé mentale aujourd'hui dans notre société, à juste titre, car c'est une question essentielle. Mais la santé mentale des agriculteurs, elle compte beaucoup. Très bon billet aujourd'hui que je conseille d'un habitué de votre plateau, Yves Damécourt.
qui est par ailleurs le responsable des questions agricoles et nouvelle énergie, qui explique très bien cela. Après, pour la propagation de fait semble très importante, les scientifiques le disent, il faut écouter la science, elle semble très accentuée par le changement climatique, il faut aussi prendre conscience de ça, et donc il faut bien tirer des conclusions. Si la maladie devient endémique, ce qui n'est pas impossible, comme est le cas en Afrique, alors peut-être qu'il faudra remettre en cause notre question d'agir, peut-être faudra-t-il passer au niveau français et européen, parce qu'il n'y a pas que la France qui est touchée, à des stratégies de vaccination. Donc ça, c'est pour la situation actuelle. Il y a des solutions. Et puis après, il y a toute une réflexion à avoir sur l'agriculture. Je ne veux pas lancer notre débat, mais enfin traiter les agriculteurs comme pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des entrepreneurs, des chefs d'exploitation, et donc les libérer des normes, de la surfiscalité, etc. Mais on en reparlera d'autres occasions. On va en reparler. Juste un mot avant de vous donner la parole, pardon Arnaud. Christine, apparemment, l'abattage aurait commencé dans la ferme dont nous parlions. Les informations qui me parviennent effectivement, donc les services vétérinaires dans cette ferme sont maintenant, puisque de toute façon la ferme est cernée par et les blindés et des gendarmes mobiles, les services vétérinaires sont arrivés, ils font juste leur boulot, parce que je le dis parce que j'ai vu une scène quand ils sont arrivés pour évaluer le troupeau, ils se font traiter de nazis, ils se font traiter, ils font juste leur boulot, voilà, c'est la réglementation qui est comme ça, ils l'appliquent. Les éleveurs, les propriétaires, les deux frères ne sont pas présents, n'ont pas tenu à être là, parce que c'est d'une violence inouïe, parce qu'on endort les bêtes, après on les pique, et puis après on ramasse les carcasses, et il y a un balai de camion qui va partir pour récupérer les carcasses et partir à l'équarrissage. Donc c'est la destruction d'un troupeau. Je discutais avec un éleveur hier qui a connu ça. Il dit, moi je sais ce que c'est que de revenir dans sa ferme et quand il n'y a plus bien sûr, c'est dramatique. Donc c'est ça aussi qui est compliqué, et même s'ils sont indemnisés, c'est ce traumatisme-là que les éleveurs ont du mal. Arnaud, Stéphane. Moi, je vais me garder de faire des commentaires sur l'aspect médical, l'abattage ou pas abattage. Visiblement, c'est le fond du problème. Non, mais oui, mais en ce qui me concerne, non. Voilà, je vais écouter ce que nous a dit personne de l'école vétérinaire de Maison Alfort. Maison Alfort, c'est des gens qui connaissent un peu. Elle était sur l'affaire de la vache folle. De la vache folle, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup reçu. Encore une fois, j'imagine le traumatisme pour ces agriculteurs. Ce qu'on vit là en termes d'image. Et là, je parlais en termes de communication, c'est un immense effet de contraste. Oui, complètement. Et cet effet de contraste, il est renforcé en plus par une stratégie de l'attention, parce qu'on a bien compris que c'était une douleur pour les agriculteurs, que ça commençait à mal se passer parce qu'il y avait une incompréhension de la façon dont ça se passait, c'est-à-dire une manière un peu déshumanisée, un peu mécanique de régler ce problème, alors que les agriculteurs ont une particularité, c'est qu'ils fabriquent pas des voitures, ils travaillent avec du vivant, avec des animaux, et ces animaux, même si ils sont destinés à faire de la viande, pour certains, pas tous, mais à faire de la viande, ils s'en occupent, ils les connaissent, généralement ils ont des noms. Il y a une relation tout à fait particulière entre l'agriculteur et ses bêtes. Et évidemment, en plus, c'est du vivant, c'est pas une voiture. Et que on a l'impression quand même que la manière dont ça a été traité par les pouvoirs publics, ça a été tableau Excel. Il y a tant de bêtes à abattre, Ah, il y a un blocage, je vais appeler la préfecture. La préfecture a pris son téléphone, ils ont appelé pour avoir des ordres, parce que préfecture, on se couvre. Ils ont appelé le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Intérieur leur a dit d'y aller. Le problème, il est que, en plus, nous sommes rentrés dans une spirale de stratégie de l'attention. À savoir que, comme ça va mal, vous avez des syndicats qui viennent, parce qu'ils se disent, si c'est le moment de défendre nos agriculteurs et de montrer qu'on n'est pas là juste pour se faire des bouffes entre nous, on va se mobiliser. Et puis, vous avez des organisations d'extrême gauche, des militants antifa, c'est ça, il y en a qui s'y joignent, qui se sont aussi mobilisés parce que sur ça. Présence policière. Donc, présence policière, militants antifa et anti-flic, parce que c'est ça. Et donc, on monte une stratégie de l'attention. C'est-à-dire que la police commence à dire, ah là là, il y a des militants antifa, ça va partir. Donc, on va faire venir du matériel supplémentaire. Comme on fait venir du matériel supplémentaire, les gens d'extrême gauche disent, regardez, ils font venir des chars, ils font venir des groupes avec des policiers casqués, et vous êtes perdant. C'est-à-dire que tout le monde va être perdant dans cette histoire. Les agriculteurs, parce que de toute façon leurs animaux vont être abattus, et qu'en plus ils vont se retrouver vraisemblablement avec quand même quelques problèmes parce qu'ils se sont opposés à la force publique. Je pense pas que ça va en rester là. Que vous avez des militants qui risquent de faire
continuer sur ce filon en disant regardez comment ça s'est passé et d'instrumentaliser ce qui s'est passé dans cette ferme pour essayer de monter des mobilisations, non pas parce qu'ils s'intéressent aux agriculteurs, mais parce que c'est le bon moyen de contester l'ordre établi, la police, etc. etc. Donc on est vraiment dans une séquence qu'il va falloir, à mon avis, gérer de manière quasiment très fine de la part du pouvoir public, c'est-à-dire il va falloir s'occuper des gens qui sont victimes cette fois-ci et d'accompagner les agriculteurs un peu mieux que par des tableaux Excel. On se retrouve dans un instant, on aura Jérémy qui nous appelle de Castel-Sarrazin, 0826 300 300, beaucoup de messages également sur sentiment de dégoût, très en colère quand je vois les images des policiers frapper des agriculteurs qui hurlent à la douleur de perdre leur cheptel. Regardez les vidéos sur les réseaux, j'étais en larmes tellement c'est dur de les écouter. Voilà, on vous attend 0826 300 300 pour témoigner de ce que vous vivez, vous qui êtes agriculteur et qui va être confronté à ce qui est en train de se passer. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous allons jouer avec vous sur Sud Radio. Vous le savez, le grand sapin de Noël, le grand sapin Sud Radio vous offre, sous le grand sapin, pardon, il y a beaucoup de cadeaux. Et aujourd'hui, un robot aspirateur iBot 75 de la marque Easy Clean, moderne, efficace, autonome. Vous savez, c'est ces petits aspirateurs ronds qui font le boulot tout seuls. Je crois que je vais tout de suite envoyer sapin par SMS au 7 20 18. Jouez avec nous, 7 20 18. Envoyez sapin et vous pourrez gagner ce magnifique robot aspirateur. Plus besoin de se baisser, plus de fil. Voilà, c'est un petit moment de joie dans cette actualité assez détestable et assez anxiogène. On a Jérémy en ligne avec nous. Bonjour Jérémy, nous parlons évidemment de ce qui est en train de se passer, le troupeau qui est en train d'être abattu, nous disait Christine Bouillot, et vous êtes nombreux à vouloir témoigner de votre colère au micro de Sud Radio 0826 300 300. Bonjour Jérémy. Bonjour. Bonjour, vous êtes agriculteur ? Oui. Vous avez des bêtes, des bovins, vous aussi ? Oui, on en a 5. Donc, c'est un petit cheptel, quoi. Comment vous réagissez aux images et puis à la décision du gouvernement de vouloir abattre ces troupeaux dès qu'il y a une contamination ? C'est dramatique. Ouais. C'est dramatique parce qu'aujourd'hui, on est le seul pays européen qui a cette politique-là d'abattage total. Ouais. L'abattage total, une vaccination au niveau national a été demandée, ça n'a pas été fait. Voilà, sous prétexte qu'il n'y a pas assez de vaccins, qu'il n'y aurait pas assez de personnel pour le faire. Tout ça, ce sont de faux prétextes. Quoi. Et alors pourquoi ? Quel est l'objectif, à votre avis ? Comment vous comprenez ? Ce qu'on comprend, c'est qu'il y a quelques années, il a été dit qu'il fallait diminuer le cheptel français de 30% pour des normes environnementales, et qu'aujourd'hui, c'est la facilité aujourd'hui avec soi-disant une épidémie de dire, on n'a pas fait un abattage total, et puis voilà. Ouais. Et vous, c'est une forme déguisée pour pouvoir abattre toutes ces vaches, c'est tout. Vous pensez que c'est une forme déguisée pour abattre, et vous n'entendez pas ce que disent les spécialistes, services vétérinaires, qui spécialistes encore une fois des maladies contagieuses, qui disent que c'est indispensable d'abattre les troupeaux. Ça serait indispensable. Vous pensez qu'on serait le seul pays européen à appliquer ça ? Oui. Je sais pas on vous entend. Est-ce que vous sentez une mobilisation se mettre en place ? On a vu que à Albi, ouais. Pour moi, ça va mal finir. Le problème, c'est qu'on est quand même des personnes aujourd'hui dans l'agricole. On est des personnes qui sont responsables et qui ont du bon sens. Voilà, on a des forces de l'ordre qui malheureusement obéissent à certains ordres. Et après, on ne peut pas leur en vouloir personnellement à eux. Ils obéissent aux ordres et c'est leur travail. Mais
on a peur aujourd'hui qu'il y ait un drame. Mais le jour qu'il y aura un drame, par contre, ça finira très mal. Parce que là, on sera les premiers à sortir et à demander des explications, mais ça va être très violent, quoi. Bon, vous allez manifester. Il y a des appels qui sont lancés chez vous pour des manifestations. Ah oui, non, maintenant il faut arrêter. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on demande la vaccination n'est pas faite. Pour soi-disant qu'il n'y ait pas assez de vaccins, mais c'est sûr, de ça, on a laissé le pays tellement on a tout désindustrialisé en France. Ouais. On n'est même plus capable de produire un vaccin. Ouais. Voilà, et après, ils nous parlent de manque de personnel. Enfin, je pense que pour le Covid, on a été capable de réquisitionner le nombre de personnes qu'il fallait pour vacciner. Ouais. Aujourd'hui, il y a des étudiants dans les écoles vétérinaires qui sont capables de vacciner. Nous, en tant qu'éleveurs, on est capable de faire des piqûres d'antibiotiques, des vaccins. On se les fait. Alors, ne me dites pas qu'aujourd'hui, on n'est pas capable de réquisitionner tous les étudiants dans les écoles véto. Mais il n'y a pas que le problème du personnel, non. Il y a aussi le problème du fait que s'ils sont vaccinés, vous ne pouvez plus les vendre. Oui, on ne peut plus les vendre. À un moment donné, comment il faut faire alors? Oui. Romain Marcilly, peut-être vous entendez ce que dit Jérémy. Mais j'entends totalement, et bien sûr il faut entendre et pas qu'entendre. Hein. Il faut tirer les conséquences de ce qui est dit. En même temps, ce matin, j'écoutais aussi, j'avais le témoignage personnel d'un éleveur dans l'Allier. Qui disait que si lui dans sa région, une grande partie est prévue de l'activité est prévue pour l'export, et que s'il y avait une vaccination totale maintenant, ça serait dramatique par rapport à leur activité aussi. Donc il y a des cas qui sont très différents. C'est pour ça que je disais que il faut être attentif à l'évolution de la science et puis de la situation. Si demain cette maladie devait devenir endémique, peut-être qu'il va falloir passer justement la vaccination. Mais il faut aussi que ça se fasse dans des règles internationales, parce que sinon, si la vaccination se fait qu'en France, après on ne peut pas exporter. Donc c'est un problème à prendre dans son ensemble et de manière très très rapide, parce qu'on voit que la situation, à juste titre, est explosive et humainement dramatique. Enfin, on peut se poser quand même des questions sur ce que vient de nous dire Jérémy. Sur cette espèce de dictature des normes et sur l'absurdité de l'organisation quand il y a des vagues de vaccination à faire. Quand il nous explique, il a raison, que il y a plein d'étudiants en médecine ou en véto qui pourraient faire les vaccins. Bah, c'est vrai. Quand on a demandé à des étudiants en médecine au moment du Covid d'essayer d'aller piquer tout le monde absolument partout, y compris sur les plages actives, en forêt, etc. On a réussi à trouver. Là, visiblement, il y a une urgence. Mais comme ça ne concerne pas, parce que c'est quasiment loin des lieux de pouvoir, ce qui est en train de se passer. C'est loin des lieux de pouvoir. C'est l'Ariège, c'est machin. Voilà, tant pis, on n'a pas de vaccin, et tant pis. Et on n'essaye pas de trouver une solution tout de suite à un problème qui risque, en plus, véritablement, de s'encrister, parce que c'est aussi un moyen de s'exprimer sur d'autres problèmes. Vous voyez bien ce qu'il est en train de dire. Ça dépasse largement question juste agricole et de ce cas vétérinaire. Il parle de la désindustrialisation, du fait que les pouvoirs publics sont mal foutus, qu'on les respecte pas, qu'on leur envoie la police à la moindre occasion. L'effet de contraste, il est terrible. La symétrie entre ce qui se passe pour la France agricole et pour d'autres activités ou d'autres cas importants où pour le coup on n'envoie pas la police. Je veux dire, ça risque de laisser des traces, je pense. Lucas, alors juste précision, l'Italie et l'Espagne font exactement la même chose apparemment. Oui, on est 27 en Europe. Mais c'est le Sud le plus touché pour l'instant. Oui, c'est le Sud qui est touché. Lucas. Alors moi, pour le coup, qui suis le journaliste parisien lambda, peut-être un peu déconnecté de la réalité, etc. Quand on voit cette séquence, moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est plein de mots français qui sont synthétisés. C'est-à-dire une omniprésence bureaucratique, une ultra-centralisation, un mépris pour les territoires périphériques. On a l'impression que tout a été décidé en amont, à Paris, par des technocrates. Aucune agilité. Aucune capacité à faire face à une urgence et à trouver des solutions innovantes qui sortent en dehors des clous. C'est comme si on a une sorte de synthèse de tout ce qui va mal en France. Et malheureusement, c'est deux frères agriculteurs qui n'ont rien demandé, qui se prennent tout ça dans la figure. Ce que je voulais dire aussi, c'est que on disait oui, la situation peut aller au-delà du monde agricole. Il y a des personnes qui peuvent être extrêmement touchées par ça. C'est toutes les personnes qui sont attentives au bien-être animal. Oui, bien sûr. En France, il y en a de plus en plus. Et les images qui portent atteinte au bien-être animal, elles ont souvent
des conséquences très graves sur la politique. J'ai un exemple peut-être un peu trivial, mais que j'aimerais citer à l'antenne. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'était il y a un an, enfin c'était en novembre dernier, l'écureuil Peanut. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Non, oui. C'était pour recontextualiser, et ça fait vraiment penser à ce qui se passe dans l'Ariège d'une certaine manière. C'était un Américain à New York qui avait adopté un écureuil. L'écureuil avait 7 ans, il allait très bien, c'était devenu d'ailleurs une star de TikTok. Et il y a eu une dénonciation anonyme de ses voisins, je crois, qui disaient, ben voilà, en fait, à New York, on n'a pas le droit d'avoir un écureuil apprivoisé. Et donc effectivement, on a eu 3/4 de police, l'équivalent des CRS américains, etc., qui sont arrivés publiquement pour euthanasier l'écureuil devant son propriétaire. Et d'après les études électorales, ça a eu un impact dans les urnes, puisque l'équipe de Donald Trump disait, vous voyez, c'est la bureaucratie sans aucun humanisme qui applique à la lettre sans prendre en compte les individus. Et on a l'impression qu'on retrouve un peu ça dans la séquence de l'Ariège aujourd'hui. Alors, beaucoup de témoignages. Je soutiens totalement l'action des agriculteurs. Inadmissible dans notre pays en 2025 une telle violence à l'égard des gens qui essayent de sauver leur outil de travail. Il est évident que les actions sont uniquement menées dans le but de faire une place aux importations liées au Mercosur. Voilà, ça fait partie des réactions, des diverses réactions que nous avons. Très en colère, donc encore une fois. Enfin, il y a beaucoup de colère. Après, voilà, moi je m'estime pas suffisamment compétente pour juger des décisions qui sont prises. Je vois aussi sur les réseaux l'ampleur des réactions hystérique sur la dermatose nodulaire et ses armées ignorantes hurlant au complot après la crise de nerfs de l'été contre la loi du plomb me fait craindre le pire. Nous souffrons collectivement d'une pathologie mentale lourde, etc. Bon, il y a des gens qui estiment qu'il est indispensable d'abattre ces troupeaux, que le niveau de contamination est tel que c'est la seule solution. Je vous donne un peu tous les sons de cloche. On se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Cette année, la radio officielle du Père Noël, Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. De retour dans le studio de Sud Radio avec vous, évidemment, nous revenons sur cette mobilisation des agriculteurs, cette colère devant l'abattage de troupeaux, et on a le témoignage de Bernard. Bonjour Bernard, vous nous appelez de Béziers. Oui, bonjour, j'appelle de Béziers. Ouais. Alors, je suis un provincial, hein, on vit dans ces petites sous-préfectures, comme on dit, et je suis un peu scandalisé. Moi, je voudrais revenir au 17-11-2018, où je faisais partie, comme beaucoup de provinciaux, de ces gens qui sont montés sur les Champs-Élysées, acte 1. Ouais. Ça a été derrière beaucoup de mobilisation parce qu'effectivement il y a une méconnaissance totale, je vais dire un peu de la monarchie parisienne, de ce que nous vivons nous en Provence et en Occitanie particulièrement. Je souhaite déjà apporter à tout mon soutien à tous et à la coordination rurale bien sûr, mais aussi à la Confédération paysanne, et fait significatif, ils sont unis alors que la FNSEA est absente. Ça c'est pour le petit pic aux gens. Et enfin je voudrais qu'on arrête un peu de prendre les provinciaux de haut de Paris, qu'on arrête un peu de considérer que nous sommes des gueux. Je rappelle à M. Macron que l'Occitanie, c'est plus de 700 ans de révolte. Ça a commencé par les Albigeois, ça a continué par les Tuchins, ensuite il y a eu les Croquants, il y a eu les Huguenots, la révolte des vignerons, les Gilets jaunes et bien sûr les agriculteurs. Et je pense qu'à un moment donné, il va falloir qu'on se mette nous, tous ces petites gens de province de nos campagnes, à côté de nos agriculteurs, car c'est nos traditions. Moi, j'ai pas beaucoup d'argent, je me nourris à Hérépian, je suis un meilleur ouvrier de France et je fais vivre les petits éleveurs du Tarn. Et il faudrait aussi que les Français, les Parisiens là-haut un peu, au lieu de manger leur cochonnerie qui vient du Mercosur, parce que le but c'est ça en fin de compte, c'est abattre les cheptels pour tout simplement ouvrir le marché au Mercosur. Parce que si vous avez écouté le responsable de la Confédération paysanne de l'Ariège,
Oui. Les foyers sont en train de se multiplier. Les foyers se multiplient pour une maladie dont il existe un protocole et qui ne fait courir aucun danger à l'alimentation ni à l'être humain. Et que les protocoles des paysans qui connaissent leur métier, ils savent parfaitement le faire. Regardez le foie gras avec la griffe aviaire. J'ai été chasseur et j'ai chassé pendant des années du temps où c'était la pharmacienne qui était ministre et je chassais encore. Et croyez-moi que la grippe aviaire, on n'en a pas vu beaucoup. Il faut arrêter un peu avec ça. Foutez-nous la paix. Bah, on vous entend, Bernard, on entend votre colère et ce que vous dites, qui est un ressenti très profond. Et c'est vraiment ce qui ressort de cette crise. Peut-être, Christine, on vous avait perdu pendant un petit moment, c'est-à-dire ce sentiment de déconnexion, de ne pas être compris, de ne pas être écouté et d'avoir des ordres qui viennent d'en haut, comme on dit. C'est vraiment ce sentiment qu'on entend face à des gens qui sont sur le terrain et qui disent connaître très bien la situation. Absolument. Alors, ce qui est paradoxal dans cette crise, c'est qu'elle touche d'abord des petits élevages. C'est 50 troupeaux par-ci, c'est 50 bêtes dans un troupeau dans le Doubs, dans les Pyrénées-Orientales, il y a une dizaine de jours, c'était 42 vaches qui ont été abattues. Là, c'est 200, c'est beaucoup, mais ce sont des petites exploitations. Et donc, à l'échelle d'un territoire qui est compliqué, le territoire de l'Occitanie, de la Nouvelle-Aquitaine, en termes d'élevage, c'est des territoires ou du centre de la France, sont des territoires où il faut se le gagner, comme on dit, dans le jargon du paysan. Et donc, on m'a beaucoup dit, on est en train de tuer, non pas l'agriculture, mais la paysannerie. Ouais. Voilà. Donc, c'est la révolte des paysans en réalité. Et ça, les syndicats agricoles, dans leur grande majorité, tous ceux que j'ai pu rencontrer hier soir, tous ceux qui sont, on va dire, modérés, qui tiennent, entre guillemets, leurs troupes, sont très inquiets de la séquence ariégeoise qu'on a connue à Bord-sur-Arise, parce que il peut y avoir un débordement qu'ils ne maîtrisent plus. Et ça, c'est la vraie difficulté aujourd'hui, c'est de comment on renoue finalement avec une agriculture à deux vitesses, avec en plus une actualité qui s'entrechoque. Bien sûr. Mardi matin, souvenez-vous, Annie Genevard à Rungis, ou lundi matin, qui appelle au grand réveil agricole, en demandant à toutes les filières de se mobiliser pour savoir comment on reproduit. Donc là, tout le monde est interloqué. Parce qu'après, il y a la crise sanitaire, et c'est vrai qu'il faudra se poser la question du protocole qui a été mis en place au niveau européen sur une maladie classée A, c'est-à-dire le plus haut degré de dangerosité pour les élevages, et que par conséquent, la seule solution, c'est l'abattage massif, même s'il n'y a pas de transmission à l'homme. Donc, est-ce que c'est d'abord cette question-là qu'il faut trancher? Mais là, vont se greffer, et là, je mets mon billet autour de la table aujourd'hui, vont se greffer tous les problèmes de la crise agricole que l'on a connue il y a 2 ans, qui ont amené à ce qu'on connaît, et on va avoir une bis repetita des opérations de il y a 2 ans, puisqu'en plus on est en période hivernale, les agriculteurs ont un peu plus le temps, et que on va se retrouver avec une colère des campagnes qui va s'étendre, et sur lequel vont se greffer d'autres sujets, évidemment. Lucas. Oui, moi je voulais juste répondre à Bernard qui faisait en filigrane en fait une opposition entre les citadins et les ruraux. Je m'inscris un peu en faux avec ces propos, c'est-à-dire que les populations urbaines sont solidaires avec ce qui se passe. Et ont tous souvent des origines rurales. Oui, et puis on est logé à la même enseigne quand on voit une bureaucratie, un État pas agile, qui a tendance à être faible avec les forts, avec les faibles, etc. Finalement, on est dans le même bateau. Et quand il parle de révolutionnaires du sud-ouest de la France, de l'Occitanie, etc., à Paris aussi, ou dans les villes aussi, il y a des grandes traditions révolutionnaires. Donc, d'une certaine manière, tous les Français sont dans le même bateau. Et ça paraît assez... Enfin, pas maladroit, mais mal renseigné de faire des oppositions entre ville et champs. Oui, mais je pense attention, les citations sont avec les paysans. Attention à ce que l'État, et c'est ça là toujours la ruse du socialisme, de l'étatisme, c'est de nous monter les uns contre les autres. Et les agriculteurs, les ruraux contre les citadins, les boomers contre les jeunes, sur tous les sujets. Non, il faut pas tomber dans ce piège-là. Historiquement, comme Lucas, vous venez de le dire, les grandes révolutions, je pense pas remonter aux jacqueries du Moyen-Âge, les grandes révolutions ont toujours été les deux, c'est-à-dire les mauvaises récoltes, les problèmes avec les crises agricoles de 1788, de 1828, de 1846-47, on trouvait un écho dans les villes, mêlé à des revendications plus larges, républicaines, libérales, des
les grandes révolutions ont toujours suivi souvent des crises agricoles. Nous n'en sommes pas là. Ce qui est certain, c'est qu'il faut une révolution contre la bureaucratie. Nous, avec Nouvelle Énergie, David Lisnard a souhaité qu'on lance une grande mobilisation, une grande enquête contre la bureaucratie partout en France, et on reçoit des milliers de témoignages. Donc beaucoup d'agriculteurs, parce que les agriculteurs, ils travaillent plus de 55 heures par semaine, et ils ont 9, parfois beaucoup plus, 9 heures consacrées aux tâches administratives. Ils n'en peuvent plus, donc on est tous victimes de la bureaucratie, et il faut en finir avec ça. On a notre gagnante, la gagnante de notre grand jeu, le grand sapin de Sud Radio. Et notre gagnante, c'est Béatrice. Béatrice qui a gagné. Béatrice de Saloubès. Elle a gagné un robot aspirateur iBot Z5 de la marque Easy Clean, et c'est un robot dont tout le monde rêve, qui est, vous savez, autonome, qui fait le ménage tout seul. Voilà, le futur du ménage, c'est ce type de robot. Le bonheur, voilà, on a joué, on n'a pas gagné. Je plaisante évidemment. Bravo à vous, Béatrice, et merci d'être fidèle à Sud Radio. Et vous savez que vous pouvez jouer évidemment toute la journée, toutes les heures, des cadeaux à gagner sous le sapin Sud Radio. On se retrouve, nous, dans un instant avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. On va parler du prix Nobel, on va parler de quoi? De plein de choses, d'un petit loup qui fait l'actualité. À tout de suite. Sud Expert. Et nous sommes ensemble avec vous sur Sud Radio avec Romain Marsili, directeur général de Nouvelle Énergie. C'est le parti peut-être de David Lisnard. Arnaud Stéphane, fondateur de l'agence La Note de Com. Vous êtes spécialisé en communication politique. Lucas Jakubowicz, journaliste politique, rédacteur en chef de Décideur Magazine. Et je rappelle votre dernier livre, Un animal pour les gouverner tous, aux éditions Arquet. Et c'est de circonstance. Et puis Christine Bouillot, journaliste à Sud Radio, correspondante à Toulouse. Vous faites un gros boulot dans la région de Toulouse. Vous êtes votre micro à la main sur toute l'actualité de cette belle région. On a donné de notre nature, parce qu'on a pris quand même quelques gaz lacrymogènes. Non, mais c'était assez spectaculaire. Mais tout ça pour dire que ce qui se passe dans les régions aujourd'hui, c'est effectivement une séquence qu'il faut suivre de près. Bien sûr. Là, on voit des images ça sent des événements qu'on a déjà vécus. Oui, là, on voit des images. Je vois à Limoges où il y a du lisier qui est balancé sur la mairie. Je pense qu'il va y avoir des actions un petit peu partout en France, parce qu'on entend la colère. Vous étiez très nombreux à réagir ce matin à Sud Radio. On va essayer d'évoquer d'autres sujets avec vous. On va parler d'une publicité qui fait le buzz avec vous, cher Lucas. Une publicité qui a déjà été vue par 150 millions de personnes. Oui, je ne sais même pas si je peux décrire la publicité. J'imagine que la plupart des auditeurs l'ont vu ou entendu parler. On a un petit extrait, écoutez. Ah ben. Non, on n'a pas l'extrait. Alors allez-y, c'est une publicité pour Intermarché. C'est la publicité pour Intermarché qui dure 2 minutes. Alors on va écouter. Eh ben sympa. En même temps, si tu mangeais pas tout le monde. Je suis un loup. Qu'est-ce que tu veux que je mange? Ah déjà, pas des gens. Des carottes, des champignons, des fruits, des légumes quoi. Ça se chasse comment, les légumes? Laisse tomber. Car je suis mal. Voilà, c'est un très très joli petit film d'animation français, ce n'est pas de l'IA, ça a été fait à Montpellier. Donc voilà, le topic, c'est un loup qui décide de devenir végétarien pour être accepté des autres animaux de la forêt. Ce qui est intéressant dans la publicité, c'est elle ne cherche pas forcément à vendre des produits. 2, elle a été faite, comme vous le dites, avec un studio d'animation qui a mobilisé une centaine de personnes, tandis que la tendance aujourd'hui est plus l'IA. Ouais. D'ailleurs, il faut noter que la plupart des publicités qui ont misé sur l'IA, notamment McDonald's et Coca-Cola, ça a été très mal reçu par le public. Là, ça a été très bien reçu. Mais mon coup de cœur, c'est que effectivement, vous l'avez entendu à l'antenne, la BO entre guillemets de la publicité, c'est le Mal-aimé de Claude François. Quand on regarde aujourd'hui sur Google Trends, Spotify, Deezer, quelles sont les chansons les plus téléchargées à l'échelle mondiale, ou en tout cas celles qui ont eu le plus de hausse, c'est Claude François, donc notre Clo-Clo national a une célébrité internationale, donc c'est assez rigolo. Oui. Alors attendez, on va vous rouvrir votre micro.
Et ils vont finir par redécouvrir qu'il était le co-auteur de My Way, qui était, aussi, comme d'habitude, parce que c'était d'abord une chanson française. Absolument. Et vous savez qu'aujourd'hui, on fêterait les 110 ans de Frank Sinatra. Comme quoi. Et d'ailleurs, petite parenthèse sur My Way, il faut aussi dire que la chanson très connue, Video Killed the Radio Star, à la base venait de Dino, du duo Shirley et Dino. Et peu de gens le savent. Je ne savais pas non plus. Oui, Christine, vous voulez réagir ? C'est ma touche régionaliste peut-être, mais studio qui a été, enfin un film qui a été fait par un studio montpelliérain. Oui, c'est ce que j'ai dit. Ouais. Et c'est pas fini pour Montpellier. Oui, non, c'est. Et Dino qui est toulousain, je crois d'ailleurs, entre parenthèses. Que d'informations ce matin. Arnaud, vous c'est un coup de cocorico aussi. Hein, allons-y. Et on va reparler de Montpellier. Donc les gens vont être encore plus contents parce que hier soir à Los Angeles avait lieu la remise des awards pour les jeux vidéo, et c'est un Français, Cocorico, c'est un studio de Montpellier qui s'appelle le studio Soundfall Interactive, qui a gagné la quasi-totalité des titres pour un jeu qui s'appelle Clair-Obscur Expédition 33, qui a été, alors en plus qui est très marqué par une iconographie extrêmement française. Ça se passe dans les années folles. Il y a des bérets, il y a des moustaches, il y a des maillots rayés. Et d'ailleurs, ils se sont présentés à Los Angeles pour récupérer 8 prix hier soir, dont le meilleur jeu, la meilleure musique, la meilleure expérience joueur. Enfin bon, ils en ont eu 8 sur la dizaine de prix qui étaient mis en jeu. Et Cocorico, parce que ça fait du bien, parce que ça veut dire que encore une fois, il y a des secteurs où on est bon. Mais on est très bon, parce que à Los Angeles, ça se passe à Los Angeles, et ça nous rappelle aussi que pendant très longtemps, les spécialistes des effets spéciaux, c'était des Français qui étaient venus à Los Angeles pendant très longtemps, jusqu'au début des années 2000. Je crois qu'il y en a toujours d'ailleurs qui, pour la musique aussi, on se rappellera qu'il y a quand même un Français qui a reçu plusieurs Oscars pour les musiques de films. C'est Delplat, je crois, il me semble-t-il. Oui, Desplat. C'est Alexandre Desplat. Et puis, encore une fois, c'est un studio de province. Nos régions ont du talent. C'est Montpellier qui est déjà en avant avec cette publicité pour une célèbre enseigne de la grande distribution. Et voilà, on est capable de faire des choses. Il se passe quand les énergies se mobilisent, quand on laisse faire les gens, ce sont des studios qui montrent qu'ils sont là, encore une fois, avec de l'agilité. Ils sont créatifs et ils sont très bon. Donc c'est une note d'espoir et ça fait plaisir. On n'a pas l'habitude de trop faire Cocorico ces derniers temps. Et quand on peut le faire doublement, on va pas se gêner. Bon, oui, Robin. Non, je pensais que vous vouliez dire que vous étiez un fan. Mais la France a du plein jeu d'atouts vidéo extraordinaires. Le problème, c'est toujours pareil, un État qui nous pourrit de normes et d'impôts, mais sinon on serait au top. Ouais, on a un auditeur qui dit qu'il a regardé, c'est pas sa cam, comme on dit. Il a pas. Voilà, chacun ses goûts, mais en tout cas, Cocorico pour la France et pour. Clair-Obscur Expédition 33 du studio Soundfall Interactive. Voilà. Christine, un coup de cœur. Et là aussi, peut-être un Cocorico encore. Un Cocorico. Alors moi, je rejoins effectivement cette pub géniale pour ce petit loup, parce que vraiment, ça fait du bien en plus par les temps qui courent. Et la créativité artistique nous fait du bien. Donc, foncez dans les expos en ce moment, il y a des trucs super. Coup de cœur, ou en tous les cas, interrogation concernant l'organisation des JO d'hiver de 2030 en France, puisqu'on a appris cette semaine que la directrice générale qui était en charge des sites, avec laquelle la de cette organisation, donc des JO qui sont mal nés pour l'instant et qui ont du mal à s'installer, avec une guerre entre différents territoires, des politiques, faut-il une nouvelle patinoire à Nice, chacun veut son site, et donc le temps presse, parce qu'on est en 2026, les JO c'est en 2030, le budget n'est pas bouclé, et surtout il faut pouvoir présenter des sites, des lieux de compétition. Je rappelle que le département de la Savoie a claqué la porte aussi en disant je mets plus un sou là-dedans, parce que pour l'instant on est absent de toutes les décisions, et les grandes stations qui ont des voilà, donc ces JO démarrent très mal. On avait connu Paris 2024 avec beaucoup d'interrogations au début, mais la précipitation dans laquelle a été faite sur volonté politique de proposer de disputer les Jeux d'hiver en 2030 dans les Alpes françaises, pour l'instant, le dossier est mal embarqué.
On y arrivera certainement, mais pour boucler un budget que l'on prédit à 2 milliards d'euros, il faut vite faire rentrer des partenaires privés, et pour que des partenaires privés puissent rentrer dans la boucle, il faut que tout ça soit solide, avec un Edgar Gros-Piron, le skieur, le grand boss de ce sans mauvais jeu. Bravo. Ça n'a jamais été fait. Bravo. Vous devriez travailler Libération pour les titres au Canard enchaîné. Mais non, c'est voilà. Mal engagé. C'est toujours cette guéguerre dans le monde du sport. Chacun veut avoir son sportif sur son. Vous qui êtes Savoyard, au Savoyard, ça vous parle? Non, on confond pas. Non, mais moi ce que je remarque déjà, vu de Haute-Savoie, c'est que personne ne parle de ces Jeux Olympiques qui arriveront assez vite. Il n'y a pas du tout d'engouement populaire. Je me souviens qu'en 1992, quand il y y avait les JO d'Albertville, j'étais encore enfant, mais toutes les écoles en parlaient, les parents en parlaient à la sortie de l'école. Là, il n'y a aucune volonté. Alors pourquoi il n'y a aucune volonté? Pourquoi il n'y a aucun engouement? Parce qu'en fait, les principaux intéressés n'ont pas demandé à voir les Jeux Olympiques d'hiver. Les stations de ski ne sont pas forcément demandeuses. Si vous voulez, les Jeux Olympiques, ça peut apporter des infrastructures et ça peut apporter de la visibilité. Mais les grandes stations qui sont concernées par les Jeux Olympiques, font le plein, n'ont pas forcément besoin de visibilité et ont déjà des infrastructures. Et aujourd'hui, donc moi qui suis originaire vraiment d'une station de montagne, ce qui remonte chez les habitants, c'est de demander des politiques publiques qui soient mises en place pour elles. Bien sûr. Exemple très bête, moi je viens d'une ville de montagne, et en réalité, la plupart des gens que je connais, qui étaient à l'école avec moi, etc., sont obligés de vivre dans les vallées. Parce que le terrain est devenu inabordable, il n'y a presque pas de foncier. Donc quand on dit à cette population, en fait voilà, les 1000 derniers mètres carrés disponibles, on va s'en servir pour faire une patinoire géante, en fait la population n'adhère pas du tout. Donc c'est comme si c'est une grande messe, entre guillemets, sans cette populaire, qui a été faite sans le peuple. Mais c'est le cas pour tous les Jeux Olympiques d'hiver dans des stations qui sont déjà existantes. C'est pour ça d'ailleurs que aujourd'hui, quand on fait des Jeux Olympiques d'hiver qui marchent, c'est soit dans des dictatures, soit dans des stations qui sont construites de A à Z. L'exemple le plus important était Sochi en 2014. Juste pour essayer d'être un peu plus optimiste, les Jeux de 92, notamment Codeco organisé par Jean-Claude Killy et Michel Barnier, ont été un grand succès. Pour ceux de 2030, on verra. Effectivement, ça peut peut-être mal partir sur certains points de vue, mais c'est dans 4 ans. Les Jeux Olympiques d'hiver, les prochains sont dans 2 mois à Milan, Cortina d'Ampezzo. 4 ans avant les Jeux Olympiques de Paris, qui ont été un immense succès, on n'était pas du tout dans les Jeux et les Parisiens râlaient. Pareil, les populations locales râlaient. On était sous le Covid, on pensait à tout sauf les Jeux. Donc, qu'il n'y ait pas d'enthousiasme aujourd'hui, ça peut monter, ça va sûrement monter. Et si on est trop optimiste, la France a un très grand savoir-faire dans ces grands événements. Et je pense qu'une fois de plus, on va le montrer. En tout cas, si on ne le montre pas, ça veut dire que même sur un de nos champs d'expertise, on faiblit. Ce serait très inquiétant. On se retrouve dans un instant. On va parler de certains médias qui sont prêts à tout pour faire le buzz. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. De retour dans le studio de Sud Radio avec vous, d'autres sujets qui font l'actualité. Alors, un prix Nobel dont on parle assez peu en France, cher Romain Marsilly, c'est ce dont vous vouliez parler. Oui, enfin, je veux parler du Venezuela. Nous sommes le 12 décembre, c'est Notre-Dame de Guadeloupe et c'est la sainte patronne de l'Amérique latine, donc on peut parler 2 secondes de l'Amérique latine et du Venezuela, sans évoquer cette situation désastreuse avec un pays qui est pourtant très riche, mais qui est une dictature, avec les amis de Mélenchon. Donc la prix Nobel de la paix, c'est Maria Corina Machado, qui est une opposante au régime, et qui donc a reçu son prix, enfin quand je dis reçu son prix, a été désignée prix Nobel, mais elle ne peut pas quitter le pays. Difficile. Mais elle tenait à quand même se rendre à Oslo pour y aller. Donc elle n'a pas réussi à arriver en temps et en heure. Elle est arrivée 24 heures après la cérémonie, parce qu'on peut imaginer qu'on est dans la clandestinité au Venezuela, elle n'allait pas prendre l'avion de Caracas. Donc elle est partie par la mer.
Elle est partie, une expédition apparemment assez dangereuse. Par la mer, elle a rejoint l'île de Curaçao, qui est à une centaine de kilomètres des côtes du Venezuela. Qualifiée à la Coupe du Monde. Et qualifiée à la Coupe du Monde. Plus petit pays qualifié à la Coupe du Monde. Et donc, de là, elle a rejoint l'Europe et plus récemment la Norvège. Et elle a tenu une conférence de presse, donc elle n'était pas là le jour pour récupérer son prix. Elle a tenu une conférence de presse, je ne vais pas être trop long sur son discours, mais qui était très fort sur la liberté, sur la nécessité de résister à l'oppression. C'était un très beau discours et elle a dit qu'elle voulait revenir au Venezuela. Et si je voulais parler une demi-seconde d'elle, pour rendre hommage à sa cause, à la cause de la liberté partout dans le monde et notamment au Venezuela, c'est aussi pour voir le courage de cette femme, le courage physique, puis le courage de la vérité aussi. Et donc tout ça, et le courage de se battre pour la liberté et de dire qu'elle va revenir. Et tout ça, sans comparer des situations qui n'ont rien à voir, mais c'était le même jour, au même moment, la même séquence, que ce vote sur le budget, le projet de loi sur la sécurité sociale en France, où on a vu des députés, notamment ceux du groupe supposé à droite, voter pour un budget socialiste et donc s'asseoir totalement sur leurs convictions, uniquement pour la stabilité et la stabilité de leur poste. Donc quel contraste. Moi je pense que la politique peut être très grande quand on a ça. Je note quand même qu'il y a 3 députés de ce groupe, dont 2 femmes, dont Alexandra Martin, secrétaire générale de Nouvelle Énergie, qui ont eu le courage de voter contre. Et donc souvent le courage de l'homme politique, je le vois de plus en plus, sans être démago, du côté des femmes. Thatcher historiquement, Machado, Giorgia Meloni, il y a un certain courage de la vérité, je le vois beaucoup du côté des femmes. Et je regrette que la politique soit parfois décriée par les citoyens à juste titre lorsqu'on voit que ce sont des combinaisons, de la combination, et uniquement pour la stabilité politique, la stabilité des places, au détriment de toutes les autres stabilités, la stabilité économique, la stabilité de la sécurité, la stabilité budgétaire, l'effondrement économique que l'on constate. Mais le politique, ça peut être aussi quelque chose de noble, quelque chose de grand, quelque chose qui met... c'est pas trop ce qu'on voit en ce moment. Non, mais quelque chose qui peut mettre en jeu le courage, y compris physique. Et il y a des gens courageux qui s'engagent. Là, on est sur un cas exceptionnel, celui d'une prix Nobel de la paix qui prend des risques physiques, mais ça peut être aussi ça. Voilà. Il ne faut pas toujours décrier la politique. Est-ce que le groupe LFI l'a félicité Ah ben ça, étant donné que non, apparemment les sionistes génocidaires. Ah oui, d'accord. Non, puis et puis le Venezuela est un cas très intéressant parce qu'il y a aussi des forces étrangères au Venezuela d'influence étrangère, russes, Hamas, qui sont aussi présentes. C'est ce qu'elle a dit, c'est ce qu'elle a expliqué notamment dans sa conférence de presse. Oui, bah écoutez, c'est un coup de projecteur qui méritait d'être fait, évidemment. Alors moi, je veux pas être très confraternel, mais j'avoue que j'ai été très choquée hier par l'image qui a été diffusée par le média Frontières, qui est, en plus, moi je déteste ce mot exclu, que je trouve grotesque d'une manière générale. Exclu, c'est si effectivement vous avez peut-être l'interview de la prix Nobel de la paix, mais exclu pour voir un sénateur en train de vomir à la tribune, je trouve ça particulièrement répugnant. Donc le média Frontières a publié cette vidéo du sénateur Pierre Ouzoulias qui a vomi à la tribune en mettant exclu, et avec ce commentaire d'un des journalistes: ils se gaffent tellement de votre argent qu'ils en vomissent. Alors Pierre Ouzoulias a été obligé de publier un communiqué. Alors BFM aussi, mais il était masqué sur les images de BFM, et BFM a tout de suite retiré les images, ce que n'a pas fait Frontières. Et Pierre Ouzoulias a été obligé de rendre public sa maladie. Il souffre de la maladie de Gilbert, qui en cas de stress ou d'émotion très forte peut provoquer un vomissement. Et peut-être qu'il l'ignorait, ces gens de Frontières, c'est une chose. Néanmoins, ils auraient pu retirer cette vidéo. Or, un journaliste se justifie en disant: quand Jean-Marie Le Pen est mort, ils ont diffusé la photo volée de Marine Le Pen, ils ont fêté la mort de Charlie Kirk. Bref, nous n'avons de leçons à recevoir de personne, peut-être, mais on peut ici exprimer notre indignation. C'est qui les journalistes de Frontières, Garen. Non, mais quand ils disent nous n'avons de leçons à recevoir la presse mainstream. Ah ouais, d'accord. Donc voilà. il y a il. Donc si les autres se comportent mal, ils peuvent mal se comporter aussi. Et ils oublient quand même, parce que quand on se dit de droite, en tout cas lorsqu'on fait croire qu'on est de droite, si c'est pas un argument marketing, si c'est vraiment une conviction profonde, parmi les grandes valeurs de la droite, historiquement, il y a la dignité humaine.
Et en tout cas, nous, à Nouvelle Énergie, David Lisnard a voulu que ce soit un des 3 mots du triptyque liberté, ordre, dignité. Et la dignité humaine, elle est consubstantielle d'une grande famille de droite qui est aussi la démocratie chrétienne et de la droite libérale. Et donc, montrer cela, quelle que soit, je crois que c'est l'étiquette du sénateur, on ne montre pas les vidéos d'une personne en difficulté, et que ce soit lié à une maladie ou non. Oui, Christine Bouillot. Juste sur le plan journalistique, parce que Frontières se revendique d'être un journal avec des gens qui ont des cartes de presse, qui est encore à vérifier, mais bon, bref. Non, c'est vrai. Mais enfin, je redis une fois et encore que la carte de presse n'est pas la preuve du journaliste. Non, mais eux le disent. Oui. Quelle est l'info Quelle est l'info de cette image? C'est quoi l'info qui va éclairer les gens? Aucune. Rien, c'est juste un truc dégueulasse. Il y a un sénateur qui a vomi à la tribune. C'est un putaclic et cette dérive, cette violence. J'enfonce une porte ouverte sur les réseaux, et cette course au clic est insupportable. Vous qui êtes rédacteur en chef d'un magazine, Lucas Jakubowicz, vous remarquez aussi cette dérive? Moi, je dirais 2 choses en tant que journaliste. C'est qu'en réalité, quand on publie une information, notamment quand elle est exclue, d'abord, on vérifie, on double-check les sources, et ensuite, il faut que ce soit validé en amont par le rédacteur en chef. Donc là, en l'occurrence, on peut imaginer que les têtes pensantes de ce média ont validé ça. Bien sûr. On peut se dire, ok, on a un stagiaire qui est payé pour faire du buzz et qui publie ça, mais en principe, c'est censé être validé en amont, ce qui prouve que ça a été validé. Ensuite... Quand on se trompe, on s'excuse. Voilà, c'est ça. Objectivement, on fait tous des erreurs dans la presse. Bien sûr. Mais on est grandi quand on reconnaît l'erreur. Et là, quand on voit que les gens, non seulement ont une condamnation unanime, mais en plus persistent et signent, je trouve que c'est quand même une forme de mépris envers les lecteurs. Parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de lecteurs de Frontières qui ont été choqués par cette pratique. Et ils ont réussi à unir droite, gauche, tout le monde a été choqué c'est pour ça que j'ai voulu en parler ce matin. Ce qui prouve que Frontières est inclusif. Oui, absolument. Ça va leur faire plaisir. Mais oui, il y a un auditeur qui me dit c'est l'effet Streisand au final, parce qu'on va aller voir effectivement cette vidéo qu'ils n'ont pas retirée, et c'est bien dommage, mais néanmoins je pense qu'il faut aussi dire les choses telles qu'on les ressent, et qu'on ne peut pas tout faire. Et amis journalistes, arrêtez avec vos exclus à la noix pour rester correct. Surtout que, entre parenthèses, des vidéos publiques de l'Assemblée nationale ou du Sénat, c'est en aucun cas une exclue. Ouais. Non, mais exclu. Non, toutes les séances sont filmées et diffusées sur les chaînes des assemblées. Donc, voilà. Merci à tous les 4. Et Christine Bouillot, on va vous entendre, je pense, tout au long de la journée sur Sud Radio. Vous suivez évidemment les manifestations paysannes, les manifestations des agriculteurs. Et merci d'avoir été aussi nombreux ce matin. Et puis l'info, la vraie, c'est celle de Groland. On va recevoir Benoît de Lépine tout à l'heure pour un spécial, un film de Noël très grolandais, dans un instant dans l'émission Média. Tout de suite. Sud Radio.